Eu égard à ce qui précède, nous pouvons affirmer que la République démocratique du Congo souffre d'un déficit de soutien de la part des grands de ce monde. Or, ces derniers, en particulier les États-Unis, ne ménagent pas leurs efforts pour accompagner les principaux agresseurs de la RDC, à l'occurrence l'Ouganda et le Rwanda. Mesdames et messieurs, c'est de ce livre dont on va parler tout à l'heure, pardon. Je reçois sur ce plateau un professeur, Léon Bruno Lukoku Beko Djoaoulua. Il est professeur de droit à l'Université de Kinshasa et directeur de recherche au Centre de recherche des sciences en sciences humaines, ancien doyen de la faculté de droit à l'Université de Mbandaka, donc mon université. Il intervient dans plusieurs autres universités au Congo et à l'étranger. Ses travaux et cours portent sur des questions de maintien de la paix, de la sécurité internationale, de résolution de conflits et de reconstruction des pays post-conflit. Il est acteur politique très actif. Il a été député provincial, ministre provincial, conseiller dans différents ministères. Acteur de développement, il est le promoteur de plusieurs organisations non gouvernementales. Professeur Léon Lukoku, comment allez-vous? Très bien. En lisant votre ouvrage, je me rends compte qu'il y a finalement une sorte de carrefour entre la diplomatie, des questions régionales, mais surtout des questions sécuritaires. Pourquoi l'intérêt? Pour quel intérêt? Comme vous venez de le souligner, je suis docteur en droit, avec option droit international. Or, le droit international, c'est le droit de la diplomatie. Vous êtes avocat, vous savez que le droit, c'est ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Et le droit international, c'est ce droit-là qui vient mettre la diplomatie en pratique et qui accompagne la diplomatie. D'où on ne peut pas faire du droit international sans qu'on apprivoise la diplomatie, qui est les sciences politiques. Mais il y a beaucoup de questions sur la diplomatie. Pourquoi la question de la MONUSCO, la question des Nations Unies, vous intéresse? Est-ce parce que vous avez un penchant dans les organisations internationales ou parce que vous avez fait ces études-là? Pourquoi vous avez choisi de parler que d'une mission des Nations Unies? Oui, et parce que quand même, c'est l'une des plus importantes missions. Et c'est la plus importante pour la vie du Congo. Car le Congo est un État, et un État ne peut fonctionner que si il a la maîtrise de toutes ses frontières et s'il a la maîtrise de tout son territoire. Or, aujourd'hui, le Congo n'a pas la maîtrise de toutes ses frontières, et tout son territoire. Alors, en lisant votre ouvrage, l'impression que j'ai, c'est encore, vous êtes professeur, oui, mais vous êtes parmi ceux qui pensent que le Congo doit encore dépendre des autres ou doit dépendre de certaines alliances, contrairement à ceux qui pensent que le Congo doit d'abord se raffermir à l'intérieur, se construire d'abord à l'intérieur avant de s'ouvrir aux autres. Mais non, ce n'est pas ça, c'est une mauvaise lecture. Mon ouvrage, tout d'abord, c'est pour démontrer par A plus B que le système conçu à San Francisco est un échec. Et que les pays doivent compter sur eux-mêmes avant de compter sur la sécurité collective. Et que les pays fonctionnent sur base des intérêts. Et je fais quand même un rapprochement entre l'intervention des Nations Unies en 60, 61. Parce que là, vous reprenez l'histoire totalement. Voilà. Et démontrer que là, c'était une question congolo-congolaise. Mais les Nations Unies s'étaient précipitées sous la pression américaine. Or, la situation dans laquelle le Congo se retrouve aujourd'hui, c'est plutôt une situation imposée de l'extérieur, mais les Nations Unies traînent le pied et ont lamentablement échoué. Pour démontrer encore une fois que les pays ne fonctionnent que sur base d'intérêt. Et que le Congo devrait plutôt se choisir des vrais partenaires. Alors pourquoi? Par rapport à ses moyens, par rapport à ses capacités. Aujourd'hui, il y a deux études qui s'affrontent. Une étude de souverainistes qui pense que tout ne peut venir que de chez nous,
Et une autre école de ceux qui pensent que rien ne peut venir de nous, mais plutôt de l'extérieur, on doit attendre aussi de l'extérieur, je crois. Et puis il y a une autre école qui est au centre, qui pense qu'il ne faudrait pas qu'on soit dans toutes les deux extrémités, essayons de la mesure, travaillons à l'intérieur, mais ouvrons-nous un peu à l'extérieur. Vous vous situez où? C'est les corps de la complémentarité. C'est le centre. C'est-à-dire, aucun pays ne peut se suffire de lui-même. Impossible. D'où le souverainisme, certes, ne donnera pas de solution. Car le Congo n'a pas tous ses moyens, n'a pas les capacités de ses ambitions. Mais pourquoi, professeur? D'où il faut qu'il y ait une certaine complémentarité. Mais pourquoi nous n'avons-nous pas tous ces efforts? Parce que nous savons tous que le pays, c'est comme un corps humain. Il a besoin d'un système immunitaire qui est fort, ça veut dire son armée, sa défense, ses intelligences. C'est ce que vous avez au Congo. Mais pourquoi vous n'articulez pas ça pour vous offrir la sécurité que vous attendez des autres? L'armée, elle est où? Elle est décapitée. Vous pouvez aujourd'hui dire sincèrement que, que nous avons une armée? Sinon, non. on serait déjà envahis. Il y a quand même une armée qui fait des efforts. Oui, mais de quel type d'armée? Elle est 11e au niveau international. Mais écoutez, sur le plan numérique, mais pourquoi elle n'arrive pas à faire des exploits? Pourquoi Minang, jusqu'à aujourd'hui, est encore sous occupation? Est-ce que vous pouvez te poser la question? Mais justement parce qu'il y a beaucoup... Écoutez-moi, une entité du pays qui aujourd'hui est occupée par une petite rébellion, ils n'ont pas 1000 personnes. Mais pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, il assiège encore cette petite partie du territoire national? Mais c'est pas peut-être le côté nombre y a un qui problème. compte, c'est peut-être la stratégie, les alliés aussi. Voilà, il y a un problème au sein de notre armée. Il y a un réel problème au sein de notre armée. L'armée a été infiltrée, et ça, même si les gens ne le disent pas, mais les Nations Unies l'ont dit dernièrement. Le brassage de l'armée congolaise, c'était vraiment une erreur monumentale. Oui, mais encouragés par eux aussi. Ils nous ont obligés d'ouvrir les couloirs pour recevoir au temps de Mobutu des milliers de personnes qui étaient venues, qu'on n'avait même pas le droit de fouiller leurs sacs, qu'on n'avait pas le droit de fouiller dans leurs bagages, qui dissimulaient des armes dans les histoires réservées aux animaux, aux bêtes et ainsi de suite. C'était déjà un piège au niveau international. Vous l'évoquez même. Notre armée n'a pas été détruite à partir de ça. Notre armée est détruite à partir de ce qu'on a fait, le brassage. Le brassage, oui. Et le mixage. Après les sommets de Saint-Titi. Oui. Mais voilà. Et aujourd'hui, dans l'armée, vous avez des gens qui, hier, étaient des rebelles. Attention, ils ont porté les armes, mais pourquoi? Est-ce qu'ils ont vraiment abandonné l'objectif pour lequel ils avaient porté les armes? Même si vous le mettez dans le brassage? Non. Professeur, non, c'est vraiment ça la grosse erreur. On a dénaturé l'armée nationale. Et il faut la reconstituer. Il y a des services pointus. L'armée, c'est le corps le plus structuré de l'État. Mais aujourd'hui, il y a certains services qui sont détenus par des gens, je peux dire des hybrides. Or, des services comme ça, il ne pouvait pas qu'il y ait des hybrides. Est-ce que vous pensez, comme Noël Tiani, que sa proposition, sa réflexion sur l'accession à la nationalité ou à des postes, je vais dire, importants, soit réservés qu'aux nationaux, est-ce que vous pensez qu'on devrait d'abord l'expérimenter dans l'armée? Oh non, ça c'est un discours terre à terre. Oui. Ne me ramenez pas à ces discours-là. Pourtant, c'est ce que vous dites. Non. Au niveau de l'armée, qui est hybride et qui ne l'est pas. Ce n'est pas ce que je dis. Oui, dites-nous. C'est-à-dire, ici, c'est dans le sens de l'engagement. C'est dans le sens du service. C'est dans le sens des intérêts. Les gens qui, quelques années, 2-3 ans, avaient combattu la République pour des intérêts X ou Y, vous les ramenez. Vous pensez qu'ils ont abandonné leur objectif? Non. Non. Or, ce que vous trouvez, par exemple, c'est que vous voulez faire allusion aux autres armées. Non, par exemple, à la Légion étrangère en France ou à l'armée américaine, où il y a des étrangers, il y a des Noirs. Non, c'est pas ça. Parce que c'est là, ils ont été formés comme tels. Ils ont été formés pour défendre la France, pour défendre les États-Unis. Les Marines, par exemple,
Ils ont été formés comme tels. Or, ici, c'est, vous prenez des gens qui, hier, vous ont combattu, vous les ramenez dans l'armée nationale sans transition. Il se raconte aujourd'hui qu'une résolution aurait été trouvée, je le dis au conditionnel, on demanderait à la RDC d'intégrer les terroristes du M23 dans l'armée. Et ça vient des Nations Unies, ça viendrait des Nations Unies, ou d'autres capitales internationales seraient d'accord avec l'idée selon laquelle de ramener ces terroristes au sein de l'armée. Et si vous trouvez ça une solution, une bonne solution. Mais écoutez, le Congo n'est pas une poubelle. Quand vous lisez mon livre, le Congo n'est pas une poubelle. C'est-à-dire le Congo ne doit pas être trop réceptif à toutes les résolutions. À quoi sert notre diplomatie? D'ailleurs, le Congo que vous voyez aujourd'hui, s'il y a encore un État, c'est grâce aux Congolais. Le Congo n'était pas une nation. Le Congo est devenu une nation par la force des Congolais, par la volonté des Congolais. Ce n'est pas par la volonté de l'État. Les Congolais eux-mêmes ont combattu et ont sauvegardé cet État, ce pays. Je vous assure, allez un peu en Belgique, allez en France, allez aux États-Unis. Un monsieur qui est venu de Kananga, qui ne sait pas parler français, lingala, il débarque à Zéventen, le premier mot qui va sortir, c'est le lingala. C'est que les Congolais, dans son intérieur, il est tout d'abord congolais. C'est-à-dire le Congolais a précédé la nation congolaise. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, il y a les Congolais qui se battent pour leur nation. Mais l'État congolais devrait suivre l'opinion des Congolais. La volonté déterminée des Congolais. Et l'État congolais ne doit pas transformer, c'est-à-dire le gouvernement ne doit pas transformer à une poubelle où les Nations Unies prennent des résolutions à la hâte sans tenir compte des réalités. Alors, vous dites... Est-ce que vraiment on a mes consciences? On a mes consciences. Pourquoi on n'a pas demandé aux Français, à l'époque, après la Deuxième Guerre mondiale, de fusionner avec l'Allemagne? Pourquoi les Alliés avaient plutôt décidé de couper l'Allemagne en deux, qui était le pays belligérant? Ils n'ont pas fait ça pour la France. Pourquoi ils doivent faire ça pour le Congo? Mais justement parce que vous n'arrivez pas à vous déterminer, cher professeur. Les intellectuels congolais n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les questions existentielles. Et ça c'est depuis 1960. Nous n'arrivons pas à former une armée convenablement. On n'en a jamais eu pour certaines personnes. La grandeur de l'armée de Mobutu est reposée sur l'intelligence américaine. La grandeur de l'armée entre guillemets de Kabila le Père reposait sur le Rwanda. Et aujourd'hui, vous n'avez pas l'Amérique, vous n'avez pas le Rwanda, votre armée est en train de tanguer. Est-ce que nous avons réussi 60 ans après à nous faire une idée de la défense congolaise? Maître, ne me racontez pas comme ça. Là, vous reniez de votre propre origine. Je sais que vous êtes l'enfant d'un ancien militaire. Oui. Est-ce que vous allez comparer l'armée de Mobutu à l'armée de Kabila? Non, je ne compare pas les deux, pas non, du tout. C'est incomparable. Pas du tout. Regardez un peu. La participation n'est pas la même. La mainmise n'a pas été la même. L'armée de Mobutu a profité de la technicité des Américains, de la technicité des Marocains, de la technicité des Belges, de la technicité des Israéliens. Ce n'est pas la même chose. Non. L'AFDEL nous a plutôt amené les étrangers qui ont occupé les postes les plus importants, jusqu'au poste de chef d'état-major. Jusqu'au sommet. Des généraux de l'armée. C'est pas à comparer. Vous n'avez pas comparé deux choses. Non, je ne le compare pas, mais est-ce que nous avons déjà construit? Est-ce que nous avons déjà réussi à définir? L'armée congolaise a fait des prouesses. Comment? Vous n'êtes pas né en 1990 ou en 2000. L'armée congolaise avait freiné l'armée libyenne au Tchad. Interrogez l'histoire. Mais si, nous savons tous qui était derrière ça. On connaît tous comment ça s'est passé. Attendez, l'armée congolaise a plusieurs fois sauvé le régime d'Abiyarimana. Oui, mais on connaît tous comment ça s'est passé. Alors dire qu'il n'y avait pas une armée... Non, le vrai problème, c'est que la révolution de mai 97 a désarticulé l'armée.
Qui, selon a vous, est bradé, aussi puissante. Hein? voilà, a bradé l'armée. Où l'armée n'avait même plus ses repères. Mais la bibliothèque n'est pas... Vous savez, une armée, ce n'est pas seulement les muscles. Une armée, c'est un tout, y compris la tête, y compris les cerveaux. Oui, mais on C'est reprochait... ça qu'on appelle une armée. On reprochait Une à Mobutu armée, ça ce n'est déjà. pas... Mais non, Mobutu nous a laissé On le reproche. l'intelligentsia. Si, mais il y avait aussi des militaires. Vous savez, lorsque Mobutu organisait des rencontres, des discussions avec les militaires, il y a des militaires qui lui reprochaient cela, qui lui reprochaient soit un peu du tribalisme au sein de l'armée, pas que lui, Mobutu faisait, mais que certains généraux le faisaient. Professeur, la question, parce que vous l'écrivez dans votre livre, vous parlez de la MONUSCO, et si vous faites bien dans votre livre, vous retracez l'histoire depuis 1960. La MONUSCO ne peut venir dans un pays que lorsque vous avez des difficultés de vous défendre vous-même, lorsque vous êtes incapable de vous défendre. C'est pourquoi je pose la question, est-ce que depuis 1960, nous avons réussi à définir, à avoir une politique de la défense nationale? Oui, elle était, ça vous ne pouvez pas ne pas le dire, elle était, malheureusement, elle a été décapitée en 97. Alors, quelles sont les causes qui ont provoqué cette désarticulation? Mais l'AFDEL nous a amené des armées, pas une armée, mais des armées étrangères. Et l'AFDEL a donné des postes, des responsabilités à ces armées étrangères qui nous ont refait la guerre. Et c'est depuis ces temps-là que la guerre continue. Est-ce que ce n'est pas très facile d'indexer l'AFDEL directement? Est-ce que l'AFDEL n'était pas finalement cette sous-traitance? Est-ce que le gros poisson ne sont-ils pas derrière? Ah ben non, sous-traitance, non. C'est l'AFDEL qui était l'exécuteur et les sous-traitances, ce sont ceux qui l'ont accompagné. Vous n'allez quand même pas dire que non. Non. Okay. L'AFDEL avait la volonté de pouvoir libérer le pays. Et c'est un acte louable parce que le pays commençait à aller vers la dérive. Mais l'AFDEL a profité de la main-d'œuvre, malheureusement, multiforme. Et quand on a une main-d'œuvre multiforme, on n'a pas une bonne solution. Alors qu'il y a d'autres qui estiment que c'est plutôt l'AFDEL qui était une sous-traitance parce que c'était un truc fabriqué par les Occidentaux, les multinationales qui voulaient en déranger Mobutu. Ils se servent du Rwanda, ils se servent un peu de l'Ouganda. Et c'est même le président Museveni qui le dit. Lorsque Kabila venait le rencontrer pour dire « je veux combattre Mobutu », il disait « écoute, moi je ne peux pas t'aider parce que je n'aime pas avec Mobutu, mais je connais un qui a des problèmes avec Mobutu, c'est Kagame. Je pourrais te mettre en contact avec Kagame. » Il paraîtrait que ça partait de là, cette situation-là. Mais vous parlez de la MONUSCO, revenons. Vous parlez de l'ONUC. Selon vous, qu'est-ce qui a véritablement changé dans l'ONUC et la MONUC? Parce qu'il y a ONUC, il y a MONUC, Ben oui. et puis il y a MONUC. L'ONUC, Oui. qui est parti sur base de la résolution 377 à Chesson, est une mission qui est venue mettre fin à la sécession katangaise. Sous prétexte de ne pas permettre l'internationalisation du conflit congolais. L'ONUC est venue plutôt préserver l'occidentalisme du Congo. Voilà. Certes, voulant réunifier le pays. Par contre, la MONUSCO ou la MONUC, c'est une opération qui avait pour objet de rétablir le Congo dans ses frontières et dans sa souveraineté gouvernementale. Ça a été fait, selon vous, une réussite? Non. Non. Non, parce que la MONUC, devenue MONUSCO, a failli à sa mission. Okay. La MONUC, c'était sur base du chapitre 6 de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire permettre l'exécution du cessez-le-feu. Voilà. La MONUC n'avait que ça comme objectif. Par contre, la MONUC, transformée en MONUSCO, a failli. Parce que tant que la surveillance
du respect du cessez-le-feu n'a pas été total. D'où le cessez-le-feu n'a pas été exécuté. Le pays est tombé dans un chaos. Et le chaos en question, c'est ce que nous connaissons jusqu'aujourd'hui. Malheureusement, sur application des chapitres 7, au lieu que ce soit une armée qui vient pour le rétablissement de la paix, il vient pour la stabilisation du pays alors que le pays n'était pas stable. Voilà, c'est ça la MONUSCO, c'est ça la grosse erreur de la MONUSCO. Bien qu'on fait appel au chapitre 7, la MONUSCO n'a jamais appliqué le chapitre 7. Et même si il y a eu la mise en place des brigades d'intervention, cette brigade est restée l'ombre d'elle-même. Elle n'a jamais exécuté, n'a jamais fonctionné. Voilà le malheur de la MONUSCO. Alors, et c'est là les fautes graves de la MONUSCO. Et c'est là la MONUSCO a démontré l'échec du système des Nations Unies, qui est le système de la sécurité collective. Alors, les Nations Unies ne viennent que dans des pays, c'est le pays signataire, les pays qui ont accepté, les pays partenaires, comme on peut le dire. Mais est-ce que la présence de la MONUSCO ou la présence de l'une des missions des Nations Unies dans un pays, est-ce que ça disculpe, sinon, est-ce que ça vous enlève la responsabilité de gérer et de garder vos propres territoires? Non, mais ou c'est une complémentarité? Non, là, vous entrez dans l'hypocrisie de la MONUSCO. Vous entrez dans l'hypocrisie de la MONUSCO. Parce que les Nations Unies ont envoyé les militaires, pourquoi? Ils ont envoyé les missions, pourquoi? Au départ, c'était une mission d'observation. Oui, ben alors... Attendez-moi, des nombres, s'il vous plaît, des nombres un peu limités. Au départ, c'était 99 personnes. Et puis, ça a commencé à monter. Au départ, c'était juste les civils et certains appareils de renseignement. Après, ça a commencé à monter jusqu'à ce qu'il y ait des milliers de militaires avec de l'armement. Quelle est la mission de la MONUSCO ici? C'est parce qu'on a constaté que le Congo n'était pas capable de se protéger. Mais voilà. Mais alors, d'abord, vous accusez une faiblesse, déjà le fait de ne pas être en mesure de vous défendre. Non, mais on n'accuse pas. Mais écoutez, pourquoi il y a eu ces systèmes de sécurité collective? La sécurité collective ici, c'est quoi? C'est l'application de l'article 52 de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire la légitime défense. Article 51, la légitime défense. Et la légitime défense, elle est soit individuelle, soit collective. Au moment où un des membres des Nations Unies n'est pas capable de se défendre seul, les Nations Unies vont lui envoyer du renfort. C'est ce qu'on a fait. Il ne faut pas dire une chose et à la fois et son contraire. Mais pourquoi avoir accepté qu'une mission soit une mission d'observation pendant que vous êtes en guerre? Non, mais parce que c'est ce que je vous ai dit. La MONUC a été mise en place pour observer le respect du cessez-le-feu. Les accords de Sun City, c'était les accords de fin des hostilités. Oui, mais ça n'a jamais été observé. Mais c'est ça la logique. Ouais. C'est sur base de l'article 39 de la Charte des Nations Unies. Ils sont venus parce que c'est comme ça, c'est la procédure. Vous êtes juriste et non, vous êtes avocat. Si. Vous savez que nous, en droit, c'est la procédure. Si la procédure est faussée, tout est faussé. Et on ne peut pas agir dans le non-respect de la procédure. La procédure, c'est d'abord de qualifier la situation au Congo. Est-ce que la situation au Congo perturbait l'ordre international? Oui. On fait appel aux parties prenantes de cesser le fait. Ce qui a justifié les assises. Lusaka, d'ailleurs, ce qu'on n'a même pas parlé, il y a un très mauvais accord. Lusaka, c'était un accord biaisé. Et puis, Sun City. Les partis, les belligérants avaient accepté de cesser le fait, de faire la paix. D'où la MONUC est venue observer et permettre une certaine facilité du retour à la paix. Ok, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que les protagonistes n'étaient pas
sincères. Les protagonistes n'ont jamais été sincères. Alors, que fait une mission si oui. la mission remarque Certes, il y a eu les élections. Mais les élections d'une partie du pays, parce que l'autre partie, il y avait toujours... Mais la MONUSCO n'était pas là pour qu'on organise des élections. La MONUSCO était là pour accompagner les processus. Mais alors, comment... Sur base du chapitre 7. Mais pourquoi la MONUSCO, pourquoi vous, le pays, nous, le pays, la RDC, pourquoi n'avons-nous pas exigé qu'on change de mandat aussitôt qu'on avait remarqué qu'il y avait une certaine lenteur au niveau de la MONUSCO? Pourquoi on a attendu longtemps? Le président Kabila l'avait demandé à plusieurs fois. Il l'avait demandé à plusieurs fois. Et la communauté internationale nous a trompés. La communauté internationale nous a trompés. Parce qu'elle avait changé le mandat de la MONUSCO. Quand on fait appliquer l'article, le chapitre 7, c'est que la situation est grave. On ne peut appliquer le chapitre 7 si la situation n'est pas grave. Et le chapitre 7 appelle à des mesures coercitives. C'est ce qui n'a jamais été fait. Alors, ça, c'est un. Et deux, la communauté internationale nous a floués aussi. Parce qu'on n'a même pas parlé, et je n'ai même pas parlé de ça ici, dans l'évolution même des pratiques d'intervention des Nations Unies. Nous sommes aujourd'hui à la phase de la 4e génération des interventions des Nations Unies. C'est-à-dire les interventions d'humanité, c'est-à-dire les interventions non pas en faveur des États, mais en faveur des individus. Et j'en ai parlé à mon dernier chapitre. Est-ce que la communauté internationale n'a pas remarqué une catastrophe humaine au Congo? Oui, il y a eu combien de morts au Congo? On parle des 10 millions de morts, on parle des 7 millions de morts, on parle d'autant de morts. Plus que la population du Gabon et du Congo-Brazzaville réunis. Oui. Est-ce que là, il n'y a pas une catastrophe? Et quand il y a une catastrophe, qu'est-ce que la communauté internationale fait? Et on fait appel à ce qu'on appelle l'intervention d'humanité, telle que les Occidentaux avaient fait dans l'Empire ottoman. Le problème du Congo, c'est celui-là. La communauté internationale nous a floués et nous a trompés. Et quel a été votre réplique? Maintenant, c'est à nous, les Congolais, de prendre conscience de ça et de le dire haut. Quelle a été la réplique maintenant? La réplique du Congo, quand elle s'est rendue compte qu'elle était flouée par la communauté internationale, qui a refusé de regarder. Le Congo est resté tel comme tel. Le Congo n'a jamais revendiqué. Le Congo n'a jamais dénoncé ça. Mais on a demandé le départ de la MONUSCO. Mais demander le départ, oui. On demande le départ sur les effets psychologiques. Alors, c'est la population qui a demandé le départ, ce n'est pas l'État congolais. Joseph Kabila a demandé ça aux Nations Unies. Il a demandé la reformulation et le départ progressif. Voilà. Alors, mais le Congo n'a jamais dénoncé, le Congo institutionnel, le Congo officiel n'a jamais dénoncé l'échec de la MONUSCO. C'est la population qui dénonce. Or, le Congo devrait tenir un langage franc à la communauté internationale. Vous nous avez floués, vous avez échoué et vous avez la responsabilité. Parce que nous sommes partisans de la Charte des Nations Unies. Nous sommes membres de la communauté internationale. Et il y a ce qu'on appelle les devoirs de redevabilité. Très bien. Alors, on va rentrer dans le fond de votre livre. Le premier chapitre, vous parlez de l'ONU, le très controversé maintien de la paix au Congo. Vous venez de nous expliquer tout à l'heure. Et le deuxième chapitre, on va parler de la MONUC pour l'accompagnement des différents accords de cessez-le-feu. Et moi, ce qui m'avait intéressé en les lisant, c'est lorsque vous parlez de pro-Kabila. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer la part des gouvernants pendant cette période-là? Comment ils ont abordé la question? Parce que vous le dites aussi dans votre livre, mais pouvez-vous nous le dire convenablement? Oui. Comme toujours, le Congo n'a jamais parlé d'une seule voix. Vous vous souvenez, à l'époque de Kabila, les proches du président Kabila, les proches du régime, demandaient le départ du MONUSCO aujourd'hui. Par contre, l'opposition... Vous voulez que la MONUSCO reste? Voilà. C'est ça le problème. Vous savez que même Vital Kamerhe l'avait dit, en étant chef d'un parti politique et originaire de l'Est. Il avait dit le départ de la MONUSCO est une catastrophe. Et Dieu seul sait. Si cette crainte n'est pas encore d'actualité. Est-ce que vous pensez que si la MONUSCO partait en ce moment-là, ce serait la catastrophe? Ah oui. Ah oui.
Vous allez le vivre. Il y a un complot contre le Congo. Il faut le dire. Oui, nous, les intellectuels, nous devons le dire. Il y a un complot contre le Congo. Il y a une volonté expansionniste de nos voisins. Et ça, c'est la vérité. Mais ça devrait pas nous effrayer, au contraire, il ne faut pas ça devrait nous être mobiliser. né dans les années 50 pour comprendre ça. Oui, mais ça a toujours été, Lumumba l'avait dit déjà, mais ça ne peut pas nous effrayer, au contraire, ça devrait nous mobiliser. Mais est-ce que vous êtes de la foi? Est-ce que nous nous sommes donné les moyens? C'est ça aussi le problème. Gouverner, c'est quoi? C'est prévoir. Est-ce que le Congo s'est vraiment donné les moyens? Certes, Mobutu c'était un mauvais exemple. Parce que Mobutu, lui, il était expansionniste. C'était un généraliste. Ça, vous le savez au moins. D'où Mobutu avec l'argent du Congo, avait étouffé les autres pays africains. Vous payez ça aujourd'hui? Ah ben oui. D'où on devrait quand même, on le savait. Il fallait nous préparer par conséquence. Mais est-ce que vous êtes d'avis qu'il faut que la MONUSCO parte de chez nous? Ou vous êtes d'avis, vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut garder la MONUSCO, mais changer le mandat? Garder la MONUSCO et parler franc avec la communauté internationale. Qui, selon vous, vous dit très souvent? Ben oui, mais parce que nous aussi, on ne parle pas franc. On ne parle pas franc, papa. Nous sommes quand même un État puissant, virtuellement. Mais on peut aussi l'être réellement. Nous sommes un État puissant virtuellement. Mais on peut, retenez les mots, nous sommes un État puissant virtuellement, mais on peut aussi l'être réellement. Mais en faisant quoi exactement? En quoi est-ce que vous êtes virtuellement fort? On est virtuellement parce que nous avons tous les moyens dont l'humanité a besoin. Parce que vous, quand vous parlez du Congo, vous ne regardez que les minéraux, mais non. Le Congo, c'est le poumon de l'humanité. Si l'humanité vit aujourd'hui, respire aujourd'hui, c'est grâce au Congo. D'où il n'y a pas un État qui a tout ce que le Congo a. Le Brésilien vous diront le contraire, en tout cas. Non. Le Brésilien vous diront qu'ils ont l'Amazonie qui est la première forêt. Non, renseignez-vous. Renseignez-vous. Certes, le Brésil a des grandes étendues forestières, mais la qualité de la forêt du Congo est la meilleure. Est la meilleure. La qualité de la forêt du Congo est la meilleure. Vous avez des tourbières ici par des milliers. Je vous dis, toute la chaîne forestière, la bande forestière qui part des Bikoro jusqu'à Befale, il n'y a que des tourbières et des tourbières. C'est le Congo qui est le poumon de l'humanité. Ça, c'est la vérité. Bon, là, vous ne vous en servez pas, vous dites qu'il faut qu'on devienne... D'où, avec tout ce que nous avons, nous pouvons faire le chantage. Là, maintenant, je salue le chef de l'État. C'est ce qu'il dit. Je le salue en tant qu'intellectuel, en tant qu'africaniste. Le fait de dire aujourd'hui, venez acheter les blocs pétroliers, je le salue. Là, maintenant, on peut commencer à parler avec tous ceux qui veulent aujourd'hui sauver l'humanité. Le Congo ne peut pas continuer à sauver l'humanité et de couper dans la pauvreté. C'est ça, c'est-à-dire nous devons avoir une diplomatie bien armée. Et c'est quoi la diplomatie bien armée selon vous? C'est des diplomates aguerris, des diplomates de formation et des diplomates nationalistes qui doivent tout dire sans état d'âme. Dans la question, par exemple, de la MONUSCO, toujours... Tout réclamer sans état d'âme. Parlons dans la question de la MONUSCO. Dans votre livre, vous parlez des camps. Et effectivement, dans votre livre, vous parlez des camps, le pro-Kabila et le contre-Kabila. Lorsque le pro-Kabila a demandé le départ de la MONUSCO, le contre-Kabila a demandé le maintien de la MONUSCO. Et ce discours continue jusqu'à aujourd'hui. Tshisekedi veut qu'aussi qu'on continue avec un départ progressif de la MONUSCO. Les opposants ne disent pas question, il ne veut pas que la MONUSCO parte parce qu'on va faire les élections ici, ainsi de suite. Et vous, vous situez, vous dites que la MONUSCO ne devrait pas partir. Par contre, on doit parler avec eux et changer des mécanismes. Mais tant que la MONUSCO sera là chez vous, comment est-ce que vous aurez la possibilité de faire votre propre armée? Mais comment pas? Je ne suis pas dans la tête du chef de l'État. Dans quel pays vous avez déjà vu ça? Mais une MONUSCO qui cohabite avec une armée forte. Ça, c'est où dans le monde? Non, une armée
en restructuration. Je ne suis pas dans la tête du chef de l'État, mais je les soutiens à 100%. Il ne faut pas jouer avec les nerfs. Il ne faut pas agir par sentiment. L'État n'agit pas par sentiment. Non. Le chef d'État l'a bien dit. Et ça, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire, la MONUSCO, qui est quand même un peu une force, présence, mais aussi témoin gênant, qui peut des fois, parce que la MONUSCO a joué vraiment l'hypocrisie, hein, parce qu'elle dénonçait aussi, hein, elle dénonçait et fait des rapports, d'où les agresseurs du Congo peuvent se sentir des fois mal à l'aise, d'un côté. Mais de l'autre côté, nous, on prépare notre armée. On recrute les Congolais et on donne des moyens au Congo. Le Congo, aujourd'hui, moi, je crois que le budget le plus important du Congo devrait être le budget des forces armées. Pas de l'éducation? Non. Non. L'éducation en deuxième rang. Parce que comment vous allez éduquer un pays qui est agressé? Un peuple qui n'est pas... Comment est-ce que vous pensez que les enfants de l'Est, là, ils font de la bonne formation? Ils sont dans l'école, dans les salles de classe, et puis ça tire dehors. Est-ce qu'il va être bien formé? Soyez un peu sérieux. Non. Le premier budget devrait être le budget de l'armée, sécuriser l'État, le territoire national, sécuriser les Congolais et ses biens. Et le deuxième budget, c'est celui de la formation. Alors, le troisième chapitre, vous parlez de l'enlisement onusien. Qu'est-ce que vous voulez... Mais comment? C'était un mot français, non? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais qu'est-ce que l'on peut comprendre? L'enlisement, c'est quoi? C'est s'enfoncer dans les sables, ne plus bouger. Mais la MONUSCO est là, non? Les preuves sont tangibles. Mais pourquoi continuez-vous à soutenir quelque chose qui est en train de s'enliser? Non, j'ai bien dit. Il faut constater quand même la panne pour apporter des réparations, des correctifs. La MONUSCO s'est embourbée, elle n'arrive pas à faire avancer, d'où il faut lui apporter certains correctifs pour le faire bouger. Aujourd'hui, il y a tendance, il y a le professeur, le docteur Mukwege, Oui. qui lui, pour le docteur Mukwege par exemple, il trouve inimaginable et même impensable qu'on demande à l'armée ougandaise de venir au Congo, qu'il y ait cette fusion de certaines armées pour venir lutter pour la paix de la région. Mais le même professeur Mukwege estime qu'il est bien de demander à la France de venir. Certains internautes et certains scientifiques estiment que c'est une hypocrisie, puisque Ouganda, c'est un pays, la France est un autre pays aussi. Et qu'on ne peut pas prétendre que la France nous aimerait beaucoup plus, parce que la France n'a pas besoin de nous aimer. Giscard l'avait déjà dit, que ce sont les intérêts qui guident la France, et que l'Ouganda ne devrait pas non plus nous aimer, puisque c'est l'Ouganda aussi est dirigé par les intérêts. Alors pourquoi ce deux poids, deux mesures? Oui, tout d'abord, il y a une question préliminaire que vous devriez me poser. C'est-à-dire quoi? Dans la pratique des interventions militaires, et je vous dis, moi, ma thèse a été sur les interventions militaires. Et j'ai fait même un stage à Genève. Et j'ai fait un stage à Bruxelles. Vous allez vous demander où? À l'OTAN. Et j'ai fait l'Académie des droits internationaux de l'AE. Moi, j'ai fait l'Académie des droits internationaux de l'AE. Il y a un problème ici tout d'abord, la faillite de la sécurité collective. Il fallait me poser la question, mais quelle est la solution? Quand vous voyez toutes les interventions militaires qui ont réussi, ce sont les interventions dans les accords bilatéraux entre États. Ce sont les interventions individuelles des États. Même si elles portaient les casquettes Nations Unies. L'intervention des Américains à Koweït, même l'intervention de l'ONU. Et ici, au Congo, il y a eu plusieurs fois les interventions marocaines ou les interventions françaises. D'où les interventions qui ressuscitent. Regardez, au Mali, les Nations Unies sont parties.
D'où les interventions qui Ils réussissent. sont partis, mais la situation est restée la même. Mais oui, mais... La France vient d'être là, mais c'est le bazar Mais après. oui, mais la France avait En Centrafrique, n'en parlons même pas. D'où, attendez un peu, Allez-y. d'où l'intervention bilatérale est la plus efficace. S'agissant de la question actuelle, mais je crois que c'est une réponse de bon sens. Vous ne pouvez pas demander à un voisin belligérant de venir vous aider. Pourquoi nous sommes aujourd'hui dans des problèmes? C'est parce que l'AFDEL a demandé aux pays voisins qui ont des intérêts. Certes, la France aussi a des intérêts. Mais elle ne peut qu'avoir des Mais intérêts. la France n'a pas les intérêts territoriaux, n'a pas des ambitions territoriales. Ça, c'est un. Là, entre la France et l'Ouganda, la France peut être la mieux acceptée que l'Ouganda, qui nous a fait... Attendez, Allez-y. l'Ouganda nous a fait la guerre. Ça, vous le savez. L'affaire de Kisangani, il n'y a pas très longtemps. Le Burundi a accompagné l'AFDEL. Le Burundi est frontalier au Congo. Oui, Et mais il y a aussi l'Ouganda vous a accompagné. il y a L'Ouganda a encore- accompagné le MLC. C'est des pays qui... Mais oui, mais ce sont des pays guerriers. Mais la France aussi a soutenu. Mobutu Non, l'avait accusé. mais oui, Mobutu mais... a soutenu. Oui, Mobutu a accusé non, la France il faut d'avoir pas soutenu... comparer Oui. l'incomparable. Comment ça, l'incomparable, Non, professeur? non, C'est Mobutu qui accuse non, les... mais oui, mais la France a des intérêts économiques. Mais la France n'a pas les intérêts territoriaux, n'a pas des ambitions territoriales. Alors que les pays, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, ont des ambitions territoriales. C'est ça la différence. Pourtant, ces pays-là que vous accusez sont soutenus par le pays que vous voulez appeler. C'est bizarre, hein? Non. Vous savez, le cas de la France est un peu particulier. Ouais. C'est un peu particulier. Vous allez visiter l'histoire. Si la MONUC est arrivée au Congo, c'est grâce à l'initiative française. C'est la France qui avait initié la résolution qui a créé la MONUC. Ça, c'est un. Deux, il faut aussi savoir, il y a une chose, moi, avec un collègue professeur, on avait eu des échanges. Il y a un de nos assistants qui a dit la Belgique est dans l'amitié belgo-congolaise. J'ai dit non, il n'y a pas d'amitié belgo-congolaise. Elle n'existe même pas. Depuis que nous, on est en difficulté, vous avez déjà entendu la voix de la Belgique? Le fils qui a condamné ça, lever la voix, Si prendre l'initiative. le roi a condamné. Ah, il a condamné quand? Le roi a condamné quand Quand il est venu ici, il a rencontré le chef de l'État, il a Arrêtez-moi condamné. un peu ça, arrêtez-moi ici. Ça, non, ça c'est du verbe. Par contre, la France l'a démontré par des moyens. Au moment où Kabila, père, était pas accepté par les Occidentaux, la France avait initié une résolution. Et la France, vous savez aussi, il y a une responsabilité historique. La France a le droit de préemption sur le Congo. C'est ce que vous oubliez. Quel droit de préemption? Si. On veut bien, mais vous faites, vous faites les défenseurs de la France, on comprend, mais... Non, c'est une responsabilité morale. Oui. Parce que, écoutez, la Belgique s'est construite grâce aux moyens du Congo. La Belgique a une responsabilité morale sur le Congo. Mais la Belgique... Elle vous a laissé aussi beaucoup de choses. Elle vous a laissé des écoles, elle vous a laissé toutes les infrastructures. Pour occuper le Congo, la Belgique l'a eu par un arrangement. Elle avait signé un accord avec la France. Au cas où la France faillit à sa mission, c'est la Belgique qui reprendra le flambeau. Vous parlez de la France au cas où la Belgique arrive tombe en faillite. Oui, c'est-à-dire la Belgique ne prend pas à charge ses responsabilités. Ouais, c'est la France. Parce que dans la situation du Congo, la Belgique devrait vraiment prendre position ferme. Oui, mais là, c'est dans la posture des gens qui attendent des autres. On est un pays souverain. Et du moment où vous êtes souverain, votre histoire de préemption tombe. On est souverain maintenant. On ne va pas continuer à réfléchir comme si on attendait d'eux de quelque chose. Maître, oui. Cette chanson, on l'a beaucoup entendue depuis très longtemps. Le Congo, c'est comme une voiture sans carburant. Vous avez une voiture sans carburant, Acheter vous dites, du carburant. vous n'avez pas de moyens. Vous dites, riche, j'ai une voiture, j'ai une Mercedes, mais vous n'arrivez même pas
à faire rouler ça. C'est ça le Congo. Oui, mais là, ça c'est votre voiture d'abord. Non. Acceptez d'abord que c'est votre véhicule. Regardez, Oui. la souveraineté dont on brande là n'a même pas de sens. Vous savez, dans l'accord entre les pays africains, les ACP et l'Union européenne, il y a une clause qui dit que l'aide européenne ne sera accordée qu'aux États respectueux des droits de l'homme. Où est la souveraineté? Parce que le droit international, c'est la volonté de l'État. D'où souveraineté, oui. Oui, mais l'égalité, mais cette égalité-là... Il n'y a pas de souveraineté absolue, cher professeur, voilà. vous savez. Alors, la merci. souveraineté, elle est relative. Alors, merci. Oui. Alors, merci. Oui. Vous avez répondu à ma place. Alors que c'est vous qui posez des questions. Très Il n'y a bien. pas une souveraineté absolue. Absolue. Voilà. Alors, pour terminer votre ouvrage, quelle est la solution appropriée, premièrement, pour notre diplomatie, pour que l'on soit crédible à l'extérieur, à l'étranger, mais aussi quelle est la solution pour que les territoires congolais soient respectés dans ses frontières, comme le veut notre Constitution? C'est quoi la recette magique? Il n'y a pas de recette magique. Il y a la recette traditionnelle. Moi, je commencerai par la dernière préoccupation. Oui, allez-y. Il faut reformuler l'armée et une armée forte. Quand une maison a un bon parent et une maison, des fois, qui est clôturée, les voleurs entrent difficilement. Quand on sait qu'il y a un chien dans cette parcelle, des gens, pour y entrer, ils réfléchissent à 2 fois. C'est ça. C'est-à-dire, bien armé. Je vous ai dit que le premier budget le plus important en nombre devrait être, en dotation, devrait être le budget de l'armée. Il faut reconstituer l'armée. Je dis bien reconstituer l'armée congolaise. Ça, c'est la priorité. Ça, c'est un. Pourquoi on n'attaque pas l'Angola? Pourquoi tous ces pays n'attaquent pas l'Angola? Pourquoi le Rwanda a peur même de l'Angola? Kagame, il y a l'Angola qui l'a convoqué dernièrement. Il est venu rapidement. Pourquoi? Parce que l'Angola a une armée aguerrie. Ça, c'est un. Deuxièmement, les diplomates congolais ne doivent pas faire une diplomatie de oui. Non. Il faut que ce soit des diplomates aguerris qui doivent aussi dire la vérité. C'est vrai que Lumumba a été tué parce qu'il disait la vérité. Mais, n'empêche, vous ne pouvez pas aller défendre votre famille en se comportant en portrait. Non. Il faut lever la colle. Dire non quand il faut dire non. Et rappeler aussi, vous savez qu'il y a des effets psychologiques. Quand on rappelle publiquement, il y a des effets psychologiques. Les pays vont se sentir. Et puis, troisième élément, c'est ce qu'on a oublié. Le Congo doit se fidéliser. Il faut que le Congo ait des États, de vrais amis. C'est vrai que l'amitié ici, c'est... Vous nous parlez des 4 amis que vous proposez au Congo? S'il faut qu'on ait 4 amis, vous pensez moi, je suis mal... vous pensez à la mal Russie? Placé pour proposer des amis. Vous pensez à la Russie? Non. Corée du Nord? Non, il ne faut pas créer des problèmes. Nous-mêmes, nous avons nos problèmes à nous. Il ne faut pas en ajouter? Non, il ne faut pas ajouter. Très bien. Merci, professeur. Pour ça, on a terminé notre émission. Mais il y a une rubrique dans l'émission, on présente des photos qui se trouvent sur que vous allez voir à la télévision. Et vous allez nous dire, chaque photo qui défilera, vous allez nous dire votre point de vue. Et si vous n'êtes pas à l'aise, on passera, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous êtes prêts? Ben, on va essayer peut-être. Bon, je ne sais pas. Première photo, je ne sais pas. Vous le connaissez? Non. C'est qui? C'est pas... C'est qui là? Je ne vois pas bien. C'est qui? Regardez bien. Vous pouvez mettre vos lunettes pour bien voir. Hein? Non. Je ne sais pas. C'est pas Makila? Si, c'est lui. C'est Makila? Oui. Oui. Vous le connaissez? Il a été mon gouverneur quand moi j'étais député. Et je l'ai combattu. En tant que député. Pourriez-vous lui confier la responsabilité du pays? Non. Ça, non.
Il essaie. Il me connaît très bien. Et de la province? Non plus. Est-ce qu'il est un leader incontournable de l'Équateur? Contrôlable? Est-il un leader incontournable de l'Équateur? Il a sa place, mais pas incontournable. Très bien. Photo Il a suivante. sa place. Vous le connaissez? Oui, c'est mon jeune collègue. Il me connaît très bien d'ailleurs. Très bien. Photo suivante. C'est mon vieux. Je peux dire que c'est mon père. Bien que j'ai aussi, je dis là, j'ai quand même des cocos. Le professeur Félix. Hein? C'est le professeur? Ben, c'est Vouno, non? Exact. C'est le professeur Vouno. Exact. Oui. Photo suivante. Oui, c'est mon vieux. Ndundo. Si, c'est Ndundo, non? À lui, vous pouvez confier le pays? Les connaissants, non. Photo suivante. Janvier. C'est un homme intègre. Ok. C'est un homme intègre. Comment il s'appelle? Soloba Milé, ça. Et quand vous dites ça, ma famille va se moquer déjà. Pourquoi? Ah, il n'y a que nous qui savons. C'est un homme intègre. Photo suivante. Ah, très bien. On a fini. C'était ces photos. Mais pourquoi vous avez souri quand il s'agissait de professeur Lozolo? Et vous souriez encore d'ailleurs. Lui aussi va sourire. La même chose. Eh oui, Bah, vous vous connaissez en fait. Très bien. il va sourire. Merci. Je vous ai pas dit que je viens de Aix-en-Provence. Oui. On a terminé la même année. Ah, d'accord. On a terminé la même année. On est plus que frères, Très bien. lui et moi. Très bien. Et nous partageons les mêmes idées. Merci beaucoup, professeur Likoku. Merci. C'est une joie pour moi. Mesdames et messieurs, je recevais le professeur Likoku. Je me rappelle encore qu'il y a 10 ans ou 12 ans, il m'enseignait à l'université de Mbandaka et c'est un grand honneur de le recevoir aujourd'hui. C'est un grand honneur. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous êtes à la maison et nous vous donnons rendez-vous un autre jour, pour un autre numéro. Qu'il y ait la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.